Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Lorcana, je suis KFR. Aujourd'hui on va parler d'une association de couleurs, d'un deck qui est en train de monter, le Blurple, l'améthyste saphir, le violet bleu, et oui à Lorcana les decks ont plusieurs noms, c'est pas facile, mais on l'appelle souvent le Blurple, alors c'est pas qu'un nom rigolo à dire, c'est aussi le Blue Purple en anglais, donc le Blurple, qui n'était pas officine depuis le début du jeu, mais avec le fait que la méta se soit orientée depuis le bannissement des cartes Flavorsham et Fortisphère sur beaucoup plus de cartes qui font piocher, des parties parfois un peu plus longues, et aussi des cartes qui ont évasives, insaisissables, ça permet au violet bleu d'exister un peu plus, et aussi il y a peut-être un effet de mode qui fait que plus de monde le joue en ce moment, et ça fait plaisir. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu toutes les cartes qui peuvent être intéressantes en bleu-violet. Je vais vous passer un petit peu de temps, j'espère que ça sera assez rapide, sur chaque carte, pourquoi elles peuvent être là. C'est pas un deck que je vous ai fait là, c'est une sélection de cartes qui peuvent être intéressantes en bleu-violet, qu'on a pu voir jouer, ou qui peuvent être intéressantes selon les méta où vous êtes. Et ensuite, on ira voir deux decks qui sont assez connus, qui sont sortis, qui peuvent être des bonnes bases si vous voulez tester le bleu-violet, vous voulez des decks un petit peu solides pour les 7 championships qui arrivent. C'est un deck qui permet en fait de ramper avec le bleu, donc d'avoir plus rapidement beaucoup d'encre, de sortir plus facilement nos super cartes violettes, parce que ce qu'on veut, c'est aller chercher des super cartes violettes, vraiment le violet a des super cartes très sympas à jouer, et on va pouvoir aller chercher vite, et aussi le bleu a de très bonnes cartes qui coûtent cher, et ça fait plaisir de les sortir. En fait, c'est un deck qui fait plaisir parce qu'on va jouer des cartes qu'on aime bien, avec des personnages qu'on aime bien, qui ont des effets cool. Et voilà, donc forcément, c'est un deck qui est super plaisant à jouer pour ça, en fait, pour les cartes qu'on met dedans. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les cartes du bleu-violet? Alors déjà, les fameux one drop, on les appelle, les cartes qui coûtent 1 du violet sont très très fortes. On a l'adepte de Chernabog. Chaque fois que vous l'envoyez à l'aventure, vous le bannissez, vous piochez une carte, vous le connaissez très certainement, c'est très utilisé dans le violet rouge. Tout comme le balai magique, chaque fois que vous jouez un autre personnage, vous pouvez bannir ce balai magique pour piocher une carte. Donc en gros le principe, vous mettez, si vous le top deckez à la fin, vous n'en avez pas besoin, vous le payez vous le posez un autre perso, vous le bannissez tout de suite, vous piochez, ou alors vous l'envoyez à l'aventure, vous posez un autre personnage, vous le bannissez, vous piochez. N'oubliez pas d'envoyer à l'aventure avant, sinon vous perdez un de l'or, c'est dommage. Diablo, Diablo qui coûte 1, qui est 0-1, quand il meurt, vous piochez une carte. C'est vraiment pas mal, c'est un des peut-être... parmi les 3 tours 1, je crois que c'est mon préféré, parce que lui, on est sûr de faire son effet, alors que l'adepte de Chernabog, si on pose tour 1, ou le balai magique, on pose tour 1, et qui se fait gérer tout de suite par le style song, par un sort direct, on l'a pas pioché, quoi. Et là, pour le coup, on est un peu chafouin, on est un peu triste, alors que le Diablo, ok, il a pas de valeur d'attaque, mais au moins, on est sûr de piocher avec lui, ça c'est cool. Voilà, ça c'est les 3 tours 1 piocheurs du violet qu'on aime beaucoup. Est-ce qu'on va tous les jouer ou jouer certains? Vous allez voir ce que proposent après les decklists, mais en tout cas, ils sont là. Je rappelle que souvent, on joue une dizaine, on fait un 4-4-2 souvent, comme au foot, ou un 3-3-4 à la limite. Mais c'était préconisé au début. Mais on a aussi le retour en force de Olaf ou de Pen, qui est pareil, qui est 1-3, qui est celui-ci là, le Pen, il est où? Il est là. Il est là, Pen, qui est là, qui est aussi 1-3, c'est pareil, qui est Storyborn allié, alors que Olaf, il est Storyborn allié, c'est pareil, c'est la même chose en fait, c'est les mêmes cartes, 1-3, qui l'aura 1. Pourquoi on a le retour des Olaf Pen? Parce que, on a plus de style sombre en face de nous. Et ça, c'est aussi un autre avantage du bleu-violet, c'est qu'il est très adaptatif. C'est un peu un deck qu'on va adapter à ce qu'on trouve en face de nous. Si vous avez beaucoup ce genre de deck dans votre méta, vous pouvez très facilement adapter votre deck pour les battre. Si vous avez beaucoup de style song dans votre boutique ou dans vos tournois, vous pouvez très facilement enlever quelque chose pour mettre des Olaf à la place. Et Olaf, c'est très bien parce que ça tient les tour 1 Cendrillon Chanteuse et le tour 2, j'incline Cendrillon Chanteuse et je fais un perdu dans l'hiver. Et là, il y a tout qui explose. Quand le style song fait ça, c'est sa sortie classique, vous connaissez, il y a tout qui explose, Olaf, il explose pas parce qu'il a 3 points de vie. Et donc, il est même pas sensible à tour 1, je chante avec le Cendrillon plus avant que le Feu des Volcans, parce que 2 personnages, ça suffit pas, du coup, à le bannir, il a 3 points de vie. Donc l'Olaf, il peut revenir si votre boutique de jeu, ou si vous affrontez beaucoup de style song, ou si style song est très présent dans la méta. Madame Mime Serpent, vous la connaissez, elle coûte 2, elle arrive, elle est 3-3, et quand elle arrive, elle renvoie une carte dans votre main. C'est très utile, notamment pour les crabes. Les crabes qui arrivent, ils mettent plus sur l'attaque, ils partent, ils mettent plus sur l'attaque.
offensif plus 3 plus exactement. C'est surtout utile pour remonter les lapins. Hein. Souvent, quand on vous jouez Madame Mime Serpent, c'est qu'on joue lapin, et souvent quand on joue lapin, on joue Madame Mime Serpent, pour pouvoir, pour 6 assez facilement, faire Merlin, le serpent, je remonte Merlin, j'ai pioché 2 cartes dans la foulée, donc Madame Mime Serpent, vous la verrez beaucoup en jouant Merlin Lapin pour optimiser le renvoi dans la main, sinon elle est un peu moins jouée, il faut dire en ce moment. Parce qu'on a des tours 2 très importants en bleu-violet, parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de tours 2, hein. Il n'y a pas beaucoup de tours 2 au niveau personnage, parce qu'en fait, on a un tour 2 qui est indispensable en bleu-violet, c'est Typo ou voler la mer sur la mer Azurite. C'est le tour 2 qu'on cherche absolument. Donc c'est pour ça aussi que Madame Mime Serpent est moins présente, parce que nos tours 2, c'est Typo ou voler sur la mer Azurite, pour ramper, pour gagner un d'encre supplémentaire depuis notre main. Donc c'est soit Typo, le personnage qui coûte 2, qui est 1-2 ancrable, et qui fait que vous mettez tout de suite une carte de votre main en encre, soit c'est voler sur la mer Azurite, qui est une action, c'est pas une chanson, c'est une action. Je l'ai perdu, elle est là, qui vous fait d'abord piocher une carte, et ensuite vous pouvez mettre une carte supplémentaire dans votre encre. Avantage de l'un et l'autre. Voler sur la mer Azurite, c'est une action qui vous fait piocher. Donc en gros, vous piochez une carte, vous mettez une carte dans l'ordre supplémentaire, vous n'êtes pas trop désavantagé en termes de cartes en main. Ça c'est très très bien, parce que d'accord, vous payez votre mer Azurite, donc vous perdez une carte dans votre main, mais en plus, vous en piochez une et vous mettez une carte dans l'autre. Donc voilà, là-dessus, vous êtes un peu moins déficitaire, vous creusez un petit peu grâce à voler sur la mer Azurite. Il y a des match-ups où vous préférez ça, il y a des match-ups où vous préférez avoir Typo, parce que Typo c'est un personnage, c'est-à-dire qu'il peut partir défier d'autres personnages et éviter que votre adversaire commence à empiler les cartes avec un point de vie en face de lui. Notamment si c'est un deck qui peut être un peu agressif, comme certains gris-violets par exemple, ou certains decks jaunes qui peut être un petit peu agressif. Bah, Typo, s'il est là, tour 2, derrière, avec le crabe, on lui donne plus 3, il a 4 d'attaque, il peut aller gérer quelque chose qui a 4 points de vie. Donc Typo, dans certains match-ups, il va être super utile pour mettre de la présence sur le terrain et commencer à aller gratter un petit peu. Ça peut aussi servir contre le bleu-rouge, parce que le bleu-rouge, il va vouloir peut-être poser très vite un manoir de Pitsou, parce qu'il sait que vous allez commencer à ramper, donc vous mettez pas de personnage, donc il va mettre son manoir de Pitsou très vite pour commencer à gagner du lore passivement, et vous n'arrivez pas à gérer, parce que vous n'avez pas des grosses valeurs d'attaque. Bah, Typo, ça permet d'avoir déjà de le gratter un petit peu, et aussi de lui mettre le Merlin Crabe dessus, pour commencer à aller taper le lieu. Madame Mime en renard, elle a charge, tête d'attaque, ça gère extrêmement bien les Daisy jaunes, c'est très très fort, Madame Mime renard, elle coûte 3, elle est en crabe, elle est très très bien, vous la jouez, vous remontez une carte en main, vous tapez avec elle, donc vous pouvez la jouer, vous remontez votre typo par exemple, ça c'est aussi très fort, vous posez votre typo, vous ancrez, donc vous êtes à 3 d'encre, vous commencez le tour suivant, vous posez Madame Mime, vous remontez typo, vous tapez avec Madame Mime, vous mettez typo dans l'encre, que vous avez remonté, vous êtes à 4 d'encre, voilà. Ça peut être très cool, parce que votre typo a servi, s'il n'y a plus besoin de lui, vous le mettez dans l'encre. Merlin Crabe pour mettre offensif plus 3, donc pour aller gérer les lieux plus facilement, pour aller gérer les premiers tours, si vous avez mis Diablo, ça lui donne 3 attaques à Diablo, il meurt, il pioche, et en plus il a géré une carte, donc le Merlin Crabe, très très bien évidemment. L'arrivée de Peter Pan, qui est non ancrable, qui est 2-3 charge et insaisissable, et vos autres personnages avec insaisissable gagnent charge. Et là c'est très cool parce que le violet commence à avoir beaucoup de cartes insaisissables, notamment Yago, notamment Génie. Ça peut vous permettre d'aller taper tout de suite avec vos cartes insaisissables, et ça c'est assez cool, et il a lui-même insaisissable, donc il peut aller chercher Diablo. Si votre méta est plein de verts qui jouent Diablo, que ce soit le vert gris ou le vert violet, ben Peter Pan, tour 3, juste après que Diablo soit altéré, pof, il arrive, il charge, il rentre dans Diablo, c'est fini, il n'y a plus de Diablo. Il survit en plus, donc Peter Pan, vraiment pas mal, pas dans tous les match-ups, pas dans toutes les métas, mais vraiment Peter Pan, ne le laissez pas de côté, ça peut vraiment vous sauver des parties, ce Peter Pan, avec le petit effet bonus, en plus de donner charge à vos insaisissables, notamment Diablo, vous allez voir, ça peut être très... La meilleure commune de l'Orcana, non, c'est la belle qui arrive gratuitement en jeu si vous bannissez un objet. Ça a été un gros problème dans les premières semaines de ce 7-7. Hein. Cette belle, elle a été vraiment trop forte, c'était beaucoup trop stable. Et elle l'est toujours parce que on est peut-être en bleu-violet le seul deck qui peut encore jouer cette belle, je trouve. Même le bleu gris a du mal maintenant à laisser les glaces à l'eau dans son build, mais nous on va pouvoir mettre des objets, on a envie aussi d'avoir des objets type pioche, donc Belle, elle peut être super intéressante et elle va surtout aider à tenir le match-up contre Steelsong. Contre Steelsong, arriver à jouer sa Belle tour 1, c'est-à-dire poser glace à l'eau, piocher, je le défausse, je pose Belle, qui arrive gratuitement si vous bannissez votre objet,
contre Steel Song, ça vous met tellement bien. Parce que la chère Cendrillon, elle peut plus s'incliner pour chanter ni partir à l'aventure gratuitement. Elle se fait girer tout de suite. Et ça, c'est super fort. Donc Belle, vraiment très très bien. Et elle a le troisième avantage. Donc elle tient contre aggro, elle tient contre Steel Song, et surtout, elle peut chanter Mes amis de l'au-delà, parce que c'est une carte qui coûte 3. Donc techniquement, autour d'eux, vous pouvez l'incliner pour chanter Mes amis de l'au-delà. Et ça, c'est super fort. Belle, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer dans le bleu-violet. Vraiment, j'ai beaucoup de mal parce que je la trouve encore plus forte que dans le bleu-gris, par exemple, parce qu'elle permet de chanter Les amis de l'au-delà. Ça, c'est super fort. Une carte intéressante également, on a Anna, la nouvelle Anna du 7-7, qui est support, donc quand elle part à l'aventure, elle donne sa force à quelqu'un d'autre, elle a 2 de l'or, donc vous avez envie de l'envoyer à l'aventure, et quand vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage adverse qui ne peut pas se redresser, ça permet de temporiser le contre aggro, donc c'est assez cool. On peut même alter une grande Anna dessus qui coûte 7, mais bon, un peu difficile quand même, elle n'est pas très jouée. Mais voilà, ça peut être une carte tech, comme on dit, hein, une carte qui n'est pas très attendue, que vous rachetez dans votre deck. Il y a des petits slots hein, pour les cartes tech, vous verrez. Et cette Anna peut être une carte tech très très cool. Surtout qu'on a tendance dans ce deck à jouer surtout des tours 4, parce qu'en fait, vous allez passer du tour 2 au tour 4, en théorie, avec Typo et Voguer la mer Azurite. C'est ce que vous cherchez au Mulligan. Donc, les tours 4, il faut en avoir, et en avoir des cools. Et cette Anna, elle permet de gérer les aggros, elle permet de gérer les Steel Song qui vont rester inclinés du coup et éviter qu'ils partent trop vite. Et puis si derrière elle part à l'aventure, elle donne 2 de force à votre Diablo ou à votre balai magique ou à votre Chernabog que vous avez posé au tour 1 ou à votre Typo, ça peut faire des choses, faire de la magie. Le génie, insaisissable, de glore, il est non manquable, il est 2-4. C'est lui qui se bagarre un petit peu avec Merlin maintenant pour savoir quelle est la meilleure carte entre les deux pour la pioche. Mais le génie est très très cool parce qu'il est insaisissable, donc très difficilement visable. Il a 4 points de vie et attaquable plutôt que visable. Et surtout, il aura 2. Quand il arrive, vous piochez une carte, vous le remontez, vous le reposez, vous piochez une carte. Il est très très bien, ce génie, vous le connaissez certainement. On a Yago dans les nouvelles cartes, qui est aussi très très bien. On pensait que ce serait difficile Yago, parce que dès qu'il se fait viser par un sort adverse, il dégage. Il s'en va, hein, même si c'est allumer les mèches, tu lui mets que 2 dégâts, c'est pas grave, il dégage quand même s'il a 6 points de vie, parce qu'il a dissipation. Mais à côté de ça, il coûte 4, il est ancrable, il est 4-6. Alors, c'est sûr qu'on a des match-ups contre Steel Song, vous allez le mettre dans l'encre, parce que Steel Song, il va le regarder, il va faire perdu dans l'hiver, vas-y dégage et je pioche. Mais dans plein d'autres match-ups, il est incroyable, notamment contre le rouge, parce que le rouge n'a pas grand-chose, je crois, pour le viser directement. Si c'était des cartes qui de toute façon le mettra en défausse, quoi qu'il arrive, qu'il soit 4-6 ou 1-3. Donc en tous les cas, c'est cool. Il se prend pas bagarre, donc non, vraiment, ce Yago, il peut être très très bon, et au pire, c'est de l'encre dans les match-ups les plus difficiles, comme Steel Song ou Gris, en fait. Il est insaisissable, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, évidemment. Il est insaisissable, donc il va aller chercher toutes les insaisissables qui pullulent en ce moment, dont le génie, parce que le violet revient vraiment bien. Donc il y a beaucoup de génie dans la méta, et ce génie, il se fait gérer en un tour par Yago. Surtout s'il est rush, s'il est charge avec Peter Pan, ça devient complètement débile, c'est vraiment trop bien. Et il va aussi chercher du coup les Diablos. Alors en carte tech également, on a la reine qui arrive, qui est du 7-7, hein, c'est une nouvelle carte. La reine, elle coûte 4 avec 4-3, elle fait 1 de l'or, et elle dit que vous pouvez l'incliner, donc il faut qu'elle tienne un tour. Ça peut être un peu compliqué, mais il faut qu'elle tienne un tour. Vous choisissez un adversaire, vous mettez 3 cartes de sa défausse sous sa pioche, et vous gagnez 3 points de l'or. Et s'il y avait une princesse dans l'eau, vous gagnez 4 points de l'or. Donc ça peut être très cool. Elle peut arriver très vite et faire au moins son effet une fois, mais quand elle fait son effet une fois, après, souvent, elle se fait gérer. Mais il y a certains match-ups où vous avez le temps, notamment le rouge-bleu, hein, vous avez un petit peu de temps et vous allez pouvoir la poser, faire une première fois son effet, peut-être une deuxième fois avant que Maui lui rentre dedans. Voilà, c'est une carte intéressante, cette reine, elle est vraiment intéressante. À voir. À voir, c'est peut-être pas la première carte tech que je mettrais si j'avais le choix. Il y a d'autres cartes à 4 qui sont intéressantes, comme Anna, comme Pitsu, vous allez voir. Mais cette reine, elle est là, prenez-la en compte, ça peut servir. Franchement, elle peut servir selon la méta où vous êtes. Si vous n'avez pas trop de rouge avec des Maui qui chargent, elle peut être intéressante, cette reine. Merlin Chèvre, hein, vous la connaissez, on la pose, on gagne de l'or, il tique le jeu, on gagne de l'or, on la remonte en main, elle gagne de l'or, elle meurt, on gagne de l'or, voilà, tout ce qui se passe, on gagne de l'or. Quand vous le posez, vous êtes sûr de faire 2 de l'or, en fait, si le match n'est pas fini avant votre tour, mais parce que si vous le posez, vous faites 1 de l'or, et si l'adversaire le gère, vous faites 1 de l'or en plus. Donc vraiment, cette carte, pour finir les parties, elle est très bien. Au début, vous l'ancrez. Pour finir les parties, elle est bien. Le combo avec Madame Mime, vous le connaissez, exactement. Le lapin, donc là, c'est à vous de voir. Hein. Si vous préférez lapin génie, rentrez peut-être des Madame Mime serpent pour le remonter. Parce que ce qui est intéressant avec le Merlin lapin, c'est pas de le suicider, hein, c'est d'essayer de le remonter, de le reposer, évidemment.
À côté de ça, c'est une carte sympa, le lapin, qui est toujours bien, qui est non ancrable. Donc voilà, il y a débat entre les deux. Des fois, on en met 6, hein, on met 4 de l'un, 2 de l'autre, ou 3-3, etc. Mais si vous commencez à mettre beaucoup de lapins, souvent, je vous le redis, on met des mana mimes, serpents, c'est pas obligatoire. Après, c'est vrai que le génie coûte cher à l'achat, à l'unité, donc remplissez avec des merlins lapins, si vous avez déjà certainement depuis le set 2. Carte tech, on parle pas beaucoup, c'est mystique. Durant votre tour, le tour de vos adversaires, vous pouvez pas défausser les cartes de votre main. Donc si dans votre méta, dans votre boutique, dans vos championships, vous avez beaucoup de dettes défausses, pensez à Mystique. Elle est 2-5, pas facile à aller chercher, on peut même la laisser redresser à la limite, et ça dit que vous ne pouvez pas défausser de carte pendant le tour de votre adversaire. Donc si votre adversaire n'a pas le moyen d'aller la gérer, alors si c'est violet, vert, il peut l'incliner avec Elsa à 5, aller taper dessus, mais bon, voilà, 5 points de vie quand même, il faut aller la chercher. Donc, pourquoi pas Mystique, je vous mets ça là, vous en faites ce que vous voulez, réfléchissez à Mystique peut-être dans votre deck. L'ombre de Peter Pan qui est insaisissable charge, c'est un peu la réponse au Peter Pan qu'on a vu tout à l'heure. Elle est 4 non ancrable, elle l'aura 2, elle est insaisissable charge comme le Peter Pan donc, et vos autres personnages avec charge deviennent insaisissables, donc c'est l'inverse de Peter Pan tout à l'heure. Lui, il va donner insaisissable à vos cartes charge comme Madame Mime Renard, en fait, tout simplement. Ça fait que vos Madame Mime Renard, elles deviennent insaisissables et elles peuvent aller chercher des insaisissables comme le génie, par exemple, qu'on revoit beaucoup. Une carte qui revient également, qu'on voyait plutôt en bleu-gris et que là maintenant on voit dans les decks violets, bleu, c'est Balthazar Pitsou. Il est 5-5, 4 non ancrables, 2 glore. Il est là pour faire du lore, et il est très difficile à aller chercher. Donc bon, il va se prendre les Zeus du style Song, mais au moins c'est un Zeus qui tombera pas sur un autre personnage. Et il peut arriver au tour 4, donc à votre tour 3, hein, si jamais vous avez rampé. Et il est compliqué à aller chercher quand même. Hein. 5 points de vie, c'est compliqué à aller chercher, et 5 d'attaque, ça tue pas mal de choses. Le fameux Maui Charge dont je vous parle tout le temps, il meurt sur Balthazar Pitsou. Le requin, il est 7-5, il meurt aussi sur Balthazar Pitsou. Bon, après, il faut que le requin aille s'empaler dedans, quoi. Mais bon, à 2 de l'or, on a envie d'aller le chercher quand même. Donc pensez à Balthazar Pitsou, et j'ai vu qu'il revenait. On a Wasabi, qui est du 7-6, qui dit que lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez bannir un objet pour gagner un éclat de l'or, ou bannir à l'adversaire si jamais votre adversaire a des objets qui vous ennuient. Mais durant votre tour, ce personnage a insaisissable, donc c'est un insaisissable 3-3 qui peut être assez intéressant. C'est pas une des premières cartes tech que je mettrais personnellement, mais on sait jamais. Si vous rencontrez beaucoup de decks objets, si vous rencontrez encore des decks avec sous-fétiche, si ça peut faire un petit finish si vous jouez beaucoup d'objets vous. Pensez-y, et puis gagne insaisissable, et je l'ai redit, tout le monde le dit, c'est une méta à carte insaisissable en ce moment. Carte tech également, la belle qui est Alter 3, qui est magnifique, la 4-4 il l'aura 2. Avant on l'a joué pour 5, maintenant on peut la jouer pour 3. Pourquoi? Parce qu'on a la belle qu'on arrive à jouer tour 1, si on a des objets au tour 2, ou tour 3. Mais voilà, on a maintenant cette belle pour Alter dessus, parce qu'avant on n'avait pas de super belle pour jouer sur notre belle mystique dessus. Mais maintenant on peut la jouer pour 3, et ça la rend encore plus intéressante, cette belle mystique accomplie. Lorsque l'on joue ce personnage, on peut déplacer 3 dégâts d'un de nos personnages sur un autre, ou d'un personnage adverse sur un autre personnage adverse. Et ça, c'est cool pour répartir des dégâts. Pour terminer, par exemple, vous mettez votre génie dans le génie adverse, ça lui fait 2 dégâts, votre génie en prend 2, et ben vous posez belle, et ben vous transférez ces dégâts sur le génie meurt. Voilà, adverse meurt. Et vous soignez le vôtre au passage. Donc voilà, très très bien, très très cool cette belle. Personnellement, je la joue parce que vraiment, j'adore l'art, et j'adore son effet, et je trouve qu'elle trouve sa place dans cette méta, vraiment. On a Elsa 5, hein, qui est souvent jouée en x4 parce qu'elle est super. Elle coûte 5, elle est ancrable, pardon. Elle est de 5, elle aura 1, mais à côté de ça, elle est charge insaisissable. Et quand elle arrive, elle incline un personnage. Donc, vous arrivez, vous désignez un personnage, il s'incline, et vous pouvez taper dedans pour le terminer. Et ça, c'est trop fort. Elle est elle-même insaisissable pour aller chercher des insaisissables adverses. Une ancienne carte tech qu'on voit plus beaucoup, mais pourquoi pas, pensez-y, c'est Isabella Madrigal. Elle est insaisissable encore, bon, ça va bien dans la méta actuelle. Si jamais c'est votre seul personnage qui part à l'aventure, elle l'aura 4. Je rappelle comment elle fonctionne, hein. Elle est 3-4, et si c'est la seule à partir à l'aventure de votre tour, en gros, elle l'aura 4. Faut pas l'orer avant, et vous pouvez pas l'orer après. De toute façon, ça empêche les autres de l'orer derrière. Mais vous l'envoyez à l'aventure, elle aura 4. Elle est insaisissable. Alors si votre adversaire n'a rien pour gérer des insaisissables, elle peut dévaster totalement la partie, hein, cette Isabella. On l'a un peu oubliée. Elle était pas mal jouée en violet-gris, vraiment, notamment le poteau Astipal, TSC Astipal, hein, qu'il a joué beaucoup, hein, il adorait cette carte. Faites attention à Isabella Madrigal, hein. Elle peut dévaster des match-ups, hein. Vraiment, 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 elle peut être très très bien. Alors, une carte qu'on pensait voir un peu plus, qu'on voit pas beaucoup finalement, c'est Sven. Donc Sven, il coûte 5, il est de 6, il a charge, et lorsque vous jouez ce personnage, vous mettez -3 à un personnage adverse.
En vrai, c'est une bonne carte, hein. En plus, elle a le combo de couleurs qu'il faut pour qu'on joue, mais on n'a pas encore trouvé trop de place, ni trop de moyens de la jouer, on va dire, voilà. Il n'est pas trop utilisé, mais pensez-y, ça peut surprendre, hein. Le but du jeu, c'est d'ajouter des cartes qui peuvent surprendre vos adversaires, et ça, Sven, ils vont peut-être pas s'y attendre, donc testez-le pour voir. On a Bémats. Bémats, quand vous jouez ce personnage dont il a envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir les personnages et leur retirer 2 dégâts, et vous gagnez 1 de l'or pour chaque dégât retiré. Il est de 6, il aura 2, il coûte 5, franchement, il est très bien. On le voyait dans le bleu-gris notamment, et pourquoi pas en bleu-violet, hein, ça peut se tester, ça peut surprendre. On a Big Ben qui est pas mal sorti des decks, parce qu'il a 2 points d'attaque. Et 2 points d'attaque, ça se prend 6 sous. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on a beaucoup de cartes qui se prennent 6 sous, sinon en bleu, hein, Big Ben se prend 6 sous, Elsa se prend 6 sous, Merlin se prend 6 sous, Jenny se prend 6 sous. Et c'est pas rare d'avoir sur le board Jenny et Elsa, hein. Ça arrive très souvent d'avoir Jenny et Elsa sur le board. Et si derrière vous rajoutez Big Ben et vous prenez 6 sous, c'est fini. La partie, elle est finie. Donc c'est vrai que le Big Ben, on le voit beaucoup moins parce que 6 sous. Et vraiment, 6 sous, c'est un problème. 6 sous, c'est pas cher payé. Mais si Stillsong revient en force, comme ça semble être le cas, Big Ben, c'est extrêmement fort contre Stillsong parce qu'il est hors d'atteinte, donc on peut pas lui mettre de sort dessus, on peut pas le Raging Fire, on peut pas lui mettre sur un Zeus, sur la tronche, et il donne résistance 1 à tous vos personnages. Ça, à l'époque où je jouais bleu-gris, c'était extrêmement fort, ça faisait gagner le match contre Stillsong. Il n'y a pas de raison que ce soit moins fort aujourd'hui. Vraiment, Big Ben, pensez-y, si vous rencontrez beaucoup de Stillsong ou de violet gris par exemple, bah Big Ben, ça peut être vraiment, vraiment très fort. Donald, le Donald A5, qui est 3-4, il dort pour 2 quand il arrive, vous me prenez une carte dessus de votre deck, vous la mettez dans l'encre, voilà, s'il y a besoin de s'accélérer en encre. Je ne l'ai pas trouvé nécessaire, surtout A5, c'est pas la curve où on a envie de mettre une carte dans l'encre en plus, donc... Voilà, c'est souvent le tour où on veut jouer Elsa ou Belle, par exemple. Donc voilà, c'est Donald, pensez-y, il peut être là, il tient bien le niveau stat, il tient bien, donc pourquoi pas. On a Gaston qui revient, j'adore ce Gaston, vraiment, je suis trop content de le revoir. J'adore ce Gaston, Gaston qui revient, il est 4-4, il est 6 dans le crabe, il est alter 4, mais vous n'avez jamais l'alter, hein. Et il aura 3, et quand vous le posez, vous regardez les 3 premières cartes de votre deck, et vous en prenez une dans votre main, donc c'est génial, c'est de la pioche sélective, ça creuse dans votre deck, vous remettez les autres sous votre pioche. Voilà, en plus, si ça ne vous intéresse pas, c'est tout bénef. Et il aura 3 quand même, hein. Il aura 3, hein. Et il y a des matchs où vous voulez aller plus vite, notamment le bleu-violet, le bleu-rouge, pardon, vous voulez aller plus vite. Donc ce Gaston est très très bien pour ça. Il est vraiment très bien ce Gaston. Pensez-y, on commence à le revoir en plus, il est très intéressant. On a Cusco aussi qui revient, pourquoi? Parce que Cusco, ça gère les lieux, et comme on a des lieux qui reviennent dans la méta, comme par exemple la crypte contrebandier, je crois, pour le deck vert, gris, on a tous les manoirs de Picsou qui arrivent pour les bleus-violets adverses et pour les rouges-bleus également. Comment on gère ces lieux-là qui sont très difficiles à aller chercher pour le bleu-violet qui au début prend pas trop le board? Eh ben on a Cusco. Cusco, vous le posez, vous prenez un lieu ou un objet adverse, vous le mettez dans son encre. Voilà. Il y a un petit bonus de résistance 1, je crois que je l'ai jamais utilisé de ma vie, mais si jamais vous inclinez 4 d'encre, on sait jamais. Voilà, c'est Cusco, il a 3 d'attaque dont il se prend pas 6 sous, et ça fait plaisir. Donc Cusco, si au contraire vous n'avez pas trop de Stillsong dans votre méta et que vous avez beaucoup de rouge-bleu ou d'autres Blurple, et qu'il faut gérer les lieux, et ben mettez Cusco pour gérer les lieux. On a le nouveau Tamatoa, hein, celui au prix indécent, qui, quand vous le posez, vous récupérez 2 objets de votre défausse, et quand vous partez à l'aventure, vous mettez un objet de votre main en jeu. Donc pour récupérer vos Glassalo, pour récupérer vos Sceptres d'Arendelle, on en verra après, mais si vous jouez beaucoup d'objets dans votre deck, pourquoi pas rajouter Tamatoa. Vous voyez, hein, y a beaucoup de cartes tech un petit peu, où c'est un deck qui est très adaptable, on avait dit, hein, parce qu'on a plein de possibilités, après je vous dirai lesquelles font partie du corps, on va dire, du cœur du deck, mais après on a plein de petits spots adaptables et c'est très cool. Hades, alors lui par contre Hades c'est x3 x4, hein, les amis, hein. Hades, du 7-1, quand vous le jouez, vous mettez un personnage adverse dans son nom. Voilà, point final, ça gère les Maui requins, ça gère les Hades adverses, ça va gérer toutes les grosses menaces que votre adversaire va poser, ça va gérer les Cendrillon à 7, ça va gérer, tout ce que vous n'arrivez pas à gérer, de toute façon ça le gère. Ça c'est très cool, bon ça peut pas viser les hors d'atteinte, c'est dommage. Mais au moins, ça va gérer les pattes du vert-gris en ce moment, là, le patte alter. Donc très très bien, ce Hades. Il permet, je trouve, vraiment au deck d'exister. Ce Hades, sans lui, on aurait vraiment du mal.
C'est pas parce que sinon c'est Let It Go, c'est une chanson et ça peut se faire défausser facilement. Mais Hades, voilà, pour le coup, il est très très fort. Vous arrivez très vite à cette donc à Hades et il met de la présence sur le board. Vraiment, vous le posez, vous avez un personnage en plus, l'adversaire un personnage en moins et vous l'aurez à 2. Là, le bleu rouge, ça force énormément son be prepared hein, quand le premier Hades arrive. Et si vous arrivez à le remonter avant avec votre Madame Mime, alors c'est champagne. Qu'est-ce que je suis content de jouer cette carte. En fait, à la base, je jouais bleu-violet pour cette carte-là, parce que j'adore cette carte, Elsa, Esprit de l'Hiver. La carte du 7-1, la légendaire du 7-1, elle alter 6, et vous pouvez l'alter sur votre Elsa à 5. Et quand elle arrive en jeu, elle couche 2 personnages, il reste couché le tour suivant, donc ça vous permet d'éviter que l'adversaire parte trop vite en lore, ça permet d'incliner le requin, je suis très focus sur Malawi, hein, vous avez remarqué hein, sur le bleu-rouge, mais ça les incline ces personnages, ça évite qu'ils viennent vous charger derrière ou faire sa petite magie avec ses chansons, ça évite que le style song fasse de la magie avec ses chansons également, et ça vous laisse un tour de plus pour aller les chercher derrière, pour aller les tuer, ou alors ça vous permet d'aller les tuer instantanément. À la 4 d'attaque, à la 6 de vie, elle tient bien, elle a 3 de l'or, donc voilà, le tour elle arrive, vous la posez sur Elsa, elle peut partir à l'aventure tout de suite, et en plus elle incline de personnages adverses, elle est très bien. Pas dans tous les match-ups cependant, donc elle commence à redisparaître un peu, j'ai vu, elle est passée de x2 à x1, voire même x0, donc, mais bon, moi je l'aime bien, je laisserai toujours au moins en x1. Et on a Mufasa aussi, alors le Mufasa, quand on l'avait vu révéler à l'époque, on s'était dit, mais c'est une dinguerie, finalement il a jamais trouvé sa place. Le Mufasa à 8, quand vous le posez, vous mélangez votre réserve d'encre, vous reprenez au hasard 2 cartes dans votre main, et quand vous l'a envoyé à l'aventure, vous redressez votre encre. En vrai, si c'est pas géré, mais c'est abusivement fort, ce Mufasa, il est incroyable. Il l'aura 4 également, donc voilà, si vous avez un moment pour le jouer, c'est super cool. Après, il est non ancrable, donc ça peut être une carte qui vous colle à la main, c'est le souci, quoi. Lui, il peut vraiment vous coller à la main. Autant Elsa, elle a alter 6, autant lui, il n'a pas d'alter, donc il peut vraiment coller à la main, et c'est ce qui fait son problème, je pense. Après, en même temps, il faut que ce soit non ancrable, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. Pour les personnages que j'ai relevés, qui peuvent être intéressants dans votre deck. Ensuite, pour les actions, on a la force hypnotique. Elle n'est pas beaucoup jouée, mais on sait jamais, ça peut surprendre justement. De toute façon, le principe, c'est de surprendre. Elle coûte 2, elle est ancrable. Vous piochez une carte et vous donnez offensive 2. Je vous rappelle que le bleu-violet n'a pas de gestion directe vraiment facile à mettre en place. Donc, rajoutez offensive plus 2 à votre Diablo, à votre Peter Pan, à votre Génie, à votre Elsa. C'est l'assurance d'aller chercher des trucs à 4 en face. À 4 points de vie, ou à des trucs à 5 points de vie avec votre Cusco, voilà. Donc, ça peut être utile, surtout vous piochez, c'est une carte qui se remplace. Donc c'est une carte qui se remplace pour 2, qui vous permet de gérer une carte, on sait jamais, hein, ça peut faire beaucoup de value. Hein. Si vous posez votre génie en deuxième, donc l'adversaire pose son génie en premier, vous posez votre génie en deuxième, il part en lore, vous jouez hypnotique, force hypnotique sur votre génie à vous, vous gérez le sien, vous êtes pas mal du tout. Voler sur la mer Azurite, on l'a expliqué tout à l'heure. L'avantage de typo sur mer Azurite également, c'est que le typo permet de mettre une non ancrable dans l'encre, alors que la mer Azurite vous demande de remettre une carte ancrable dans l'encre. Donc ça, c'est faites attention également, regardez votre main. Si vous hésitez entre voler et typo quand vous avez le choix, dites-vous bien que typo vous permet de poser une carte dans l'encre, même si elle est non ancrable. Et ça, c'est fort, ça c'est très fort. La mer Azurite ne permet pas de faire ça. La mer Azurite vous dit que vous avez le droit de mettre une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre, face cachée. Donc, techniquement, vous ne mettez pas de carte non ancrable. Petite surprise également, c'est l'arrivée de Qui trouve Garde, Thunderstipper, je crois en anglais, qui est une carte, on se disait c'est injouable quand c'est sorti, en fait maintenant ça devient jouable, parce que comme la méta ralentit, il y a des match-ups comme le bleu-rouge par exemple, ou le blurple en face, où vous allez avoir le temps de piocher 3 cartes. Et ça c'est cool, et surtout c'est un super top deck. Parce que mine de rien, c'est un deck où on a l'impression qu'il y a beaucoup de pioches, mais en réalité, je me suis retrouvé pas mal de parties test à avoir plus beaucoup de cartes en main. Et je peux vous dire que quand votre top deck, c'est Qui trouve Garde, vous êtes refait. Vous êtes vraiment refait. Et donc Qui trouve Garde, ça commence à rentrer dans tous les decks Blurple, et je les ai même vus en x4. Donc vraiment surprenant.
parce que sinon ça fait une encre, en fait. Et c'est vrai que comme on a un deck qui a besoin d'ancrer très vite, et d'ancrer plusieurs fois par tour, hein, des fois, et ben d'avoir une carte ancrable en plus dans la main, bah tant pis, elle y va, quoi. Et au pire des cas, ça fera un super top deck. Donc ça, c'est une carte au début, tu vas dans l'encre, et qui après devient un top deck excellent. Dans les chansons, mes amis de l'au-delà, on présente plus, hein. Vous la chantez, vous touchez 2 cartes avec la belle, petit coup de 3 qui arrive au tour 1, c'est incroyable. La berceuse à Toalan, alors c'est plutôt joué en bleu-rouge, vous la chantez pour 5, vous placez 2 cartes de votre défausse dans votre réserve d'encre, c'est très cool, elles arrivent évidemment inclinées et épuisées, quoi, mais bon voilà, hein, c'est une chanson pour 5. Si votre méta est assez lente, Berceuse d'Atoalan, ça peut être très très bien parce que ça vous permet de mettre vos petits balais Diablo, bah, pouf, dans votre encre en chantant pour 5, si vous arrivez à passer rapidement au tour 5 avec la belle qui coûte 5 ou avec Elsa par exemple. Let It Go, hein, Let It Go, donc la chanson Libéré, délivré, qui fait le même effet qu'Hadès, hein, vous la chantez pour 5, vous la payez 5, vous mettez un personnage adverse dans son encre, face cachée, épuisée. Pourquoi c'est moins fort? Bah parce que si le vert gris revient ou le vert violet revient en force des fausses, ils vont jouer les Ursula, et les Ursula, c'est les fausses, une carte chanson de votre main, et également, ça se prend le pat à 3 très fort du Steel Song, ou du violet-gris. Je rappelle que Pat, quand il arrive, on peut plus jouer d'action, et là, ça fait mal. Et là, de pas pouvoir jouer sa Let It Go, si on doit gérer absolument un personnage, ça devient vraiment problématique. Et le Steel Song a l'habitude d'enchaîner ses pattes à la suite, donc on a vraiment beaucoup plus besoin de jouer Hades que de jouer Let It Go. De la salaud dans les objets, vous la posez, vous piochez 1, vous la bannissez pour soigner de 2, et ça, vous le verrez, vous le ferez peut-être assez souvent, ou alors vous la bannissez et vous jouez belle, si vous l'avez dans votre main, évidemment, c'est le combo qu'on veut au tour 1 le plus possible, hein. On va pas non plus hard mulligan pour aller le chercher, mais si on peut l'avoir, c'est cool. Et on va l'arrivée du sceptre d'Arendelle, donc je l'ai vu dans un deck du tournoi de nos jeux de société, il y a un deck qui arrivait très loin avec le sceptre d'Arendelle, c'était assez cool, il coûte 1, il pioche pas quand vous le posez, lui, pour le coup, mais vous l'inclinez, vous payez pas plus, vous donnez soutien à un personnage. Soutien, c'est quand vous partez à l'aventure, vous donnez votre force. Et en réalité, c'est pas déconnant, parce que bah, ça permet d'avoir une chance de plus, d'avoir un objet pour poser belle tour 1. Là, pour le coup, là, vous avez 8 objets pour pouvoir poser belle tour 1, donc ça, c'est très cool. Et également, vous avez quand même beaucoup de personnages qui partent à l'aventure, parce qu'ils ont beaucoup de lore. Donc, par exemple, le génie, hein. Le génie, il part à l'aventure, et ben, il donne ses 2 de force à quelqu'un d'autre, qui va pouvoir aller gérer. Mais ça, c'est très très bien. Donc vraiment, le sceptre d'Arendelle, c'est une très bonne tech, et je pense que j'essaierai un petit peu de le jouer pour voir ce que ça donne. On a vu aussi des decks avec une fois le grand dragon de pierre, qui est un objet qui arrive en jeu épuisé. Vous l'inclinez, vous mettez une carte personnage de votre défausse dans votre réserve d'encre. Donc c'est un peu comme la plume en forme d'arête, sauf que ça va chercher dans votre défausse, et qu'il arrive en jeu par contre déjà incliné. Mais comme il n'y a plus trop de gestion d'objets dans la méta, on est plutôt tranquille avec le grand dragon de pierre qui se fait beaucoup moins gérer qu'avant. Donc, pourquoi pas, mais ça demande de jouer beaucoup de tour 1 pour avoir de quoi mettre dans votre encre ensuite. Et enfin, les lieux, on a le navire des fées, qui était pas mal joué dans le violet-gris, je le mets au cas où, on sait jamais, il coûte 1, il fait 1 gloire tous les tours, il a 4 de points de vie, on sait jamais, si vous avez une méta un petit peu lente, le navire des fées, tour 1, c'est plutôt pas mal. On a la fameuse bibliothèque. Hein, la bibliothèque, elle coûte 3, elle a 8 points de vie, donc ça c'est pas mal. Hein. Et vous pouvez pour 1 mettre un personnage dessus, et si le personnage est banni, alors qu'il est sur le lieu, vous piochez une carte. Bon, évidemment, les combos, vous connaissez, hein, bibliothèque, vous mettez votre Diablo dedans, votre Diablo meurt, vous piochez 2 cartes. Vous mettez votre balai magique dedans, vous jouez un personnage, vous bannissez votre balai magique, vous piochez 2 cartes. Vous mettez votre adepte de chien à botte dedans, votre adepte part à l'aventure, vous le défaussez, vous piochez 2 cartes. C'est débile, mais c'est trop bien. Donc la bibliothèque, c'est toujours un lieu qui est beaucoup joué en Blurple. Il y a le château de la reine qu'on a un peu oublié parce que il arrive au tour 4, et au tour 4 on en a des pas mal. Maintenant on a le génie au tour 4, on a Yago au tour 4, pardon, donc il est un peu moins joué ce château de la reine, surtout qu'il a un peu moins de points de vie qu'un autre Glia 4 qu'on va voir derrière, donc il se fait gérer plus facilement, mais il aura 2, et si vous avez des personnages dessus, vous piochez plus de cartes au début du tour, donc le château de la reine à ne pas négliger, hein, surtout qu'il était très fort au 7-3 et au 7-4, donc peut-être que vous l'avez, n'hésitez pas à le ressortir, mais le lieu qu'on voit énormément en ce moment, que ce soit en bleu-rouge et en blurple, c'est le manoir de Picsou. Pourquoi? Parce qu'il arrive au tour 4, donc le tour où vous êtes accéléré, vous pouvez le poser, il a 9 points de vie, c'est très dur à aller chercher, en un coup c'est quasiment impossible, donc il va sûrement rester 2-3 tours, et il aura 2. Donc voilà, c'est très souvent 2-3 tours, vous l'aurez à 2, hein, et ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout, et on le voit beaucoup, et c'est ce qui nécessite peut-être de pouvoir mettre des Cusco dans votre deck, parce que vous en verrez certainement beaucoup dans vos sets championship.
des Manoirs de Picsou. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de toutes les cartes intéressantes en Blurple. Maintenant, c'est quoi la base du Blurple qu'on va beaucoup voir? Alors, souvent, c'est Diablo. Je vous dirais même pas Adepte et Balai, parce qu'ils commencent à disparaître de beaucoup de decks, ces tours 1, parce qu'ils se font ouvrir en deux par les decks gris, en fait. Donc, du coup, ils sont beaucoup moins joués, parce que des fois, on n'a même pas le temps de piocher avec. Donc, Diablo, Typo x4, Madame Mime x4, Merlin Crabe, il disparaît un petit peu si vous n'avez pas de tour 1. Sinon, il est souvent en 3-3 x4, c'est une super carte. Belle x4, Génie, hein, souvent x3 x4. Yalou commence à apparaître, mais je dirais pas que c'est une carte qu'on voit dans vraiment du cœur du deck. Hein, c'est un peu une carte deck, comme on dit, quoi. Vous pouvez en mettre, vous pouvez mettre autre chose à la place. Le Merlin Cher, le Merlin Lapin pour compléter vos génies. Elsa x4. Hades x3 x4, et souvent Elsa x1, je dirais, x2. Derrière, Voler la mer x4, qui trouve garde. Je sais pas si je dirais c'est une carte cœur, mais en tout cas, elle commence à s'en approcher. Ami de l'au-delà x4, Glassalo x4. Et un lieu, souvent, je dirais bibliothèque ou manoir de Picsou, souvent on en voit 2 minimum de ces lieux-là. Mais voilà, c'est un peu les cartes qui ne bougent pas. Vous allez voir du Blurple. Maintenant, je vais vous montrer évidemment un deck où il n'y a pas ces cartes-là. Toutes ces cartes-là, il n'y a pas de Diablo. Je vais vous montrer 2 decks que je trouve intéressants, moi. Je trouve que c'est des decks qui peuvent être très forts et qui peuvent vous servir de base. On a le deck Blurple Nurple de Alvi, qui du coup jouait des Pen. Alors pourquoi il jouait Pen? Alors Pen ou Olaf, c'est la même chose, mais il a expliqué pourquoi il jouait Pen. Parce qu'en fait, il avait beaucoup de Steel Song dans sa méta, et donc il est parti sur Pen, parce que justement, c'est une carte qui tient très bien contre Steel Song. Donc, si vous avez plutôt des match-up équilibrés, on va dire, en termes de deck dans vos tournois, mettez le balai à la place, quoi. Mettez 2 balais à la place, par exemple. Mais lui, il est parti sur Pen, et je trouve que c'est pas une mauvaise idée, et je pense que je partirais là-dessus. Si je devais prendre un deck avec des tours 1, je mettrais plutôt Olaf ou Pen, un peu comme il a fait là. Moi, je trouve ça plutôt bien. Je préfère Diablo, parce que lui, au moins, je suis sûr de piocher avec lui. Je trouve s'il a fait là, je trouve ça très bien. Madame Mime en serpent, vous remarquez qu'il joue les Merlin Lapin, donc pour les remonter, hein, souvent, ils vont ensemble, maintenant, ces deux-là. Typo x4, Renard x4, Merlin x4, Belle x3, pourquoi pas. Génie x3, Merlin x4, Lapin x3. Vous voyez, hein, c'est un peu, je vous avais dit, le cœur, quoi. Elsa x4, Hades x3, Elsa x1. Pour moi, ce que je viens de vous dire là, c'est le cœur. Derrière, ces cartes tech, c'est quoi? C'est Label Mystique x1, pour aller déplacer les dégâts. Le Cusco x2 pour gérer les lieux adverses, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Derrière, Mer Azurite x4, Mes Amis l'au-delà x4, la Glassado x4, et la bibliothèque x2. Il ne joue pas les qui trouvent garde, un truc comme ça, Thunder Skippers, lui de son côté. Mais je trouve la base vraiment solide, et si je devais vous conseiller un deck pour apprendre à jouer Blurple ou commencer à faire de la magie avec, je vous conseillerais celui-là, je le trouve vraiment pas mal. Et au pire des cas, voilà, il y a des slots un petit peu de tech, comme on dit, les Cusco, les belles, vous pouvez les enlever, mettre autre chose à la place, je dirais. Même les lieux, hein, vous pouvez enlever les 2 lieux pour mettre autre chose à la place si vous voulez. Voilà, si vous voulez tester un petit peu des cartes que vous aimez à la place, allez-y, sortez peut-être celle-là. Je pense même que vous pouvez sortir un Merlin Crabe en plus, je crois que je l'aime beaucoup le Merlin Crabe quand même, mais vous pouvez sortir un lapin en plus, et du coup ça vous ferait peut-être sortir les Madame Mime pour mettre autre chose, voilà. Vous voyez, c'est adaptable. Gardez le cœur qu'on a dit tout à l'heure, hein. Le cœur, je le rappelle, c'est souvent Diablo, Typo, Renard, un peu de crabe, un peu de belle, génie, chèvre, un peu de lapin, mais même pas obligé, Elsa, Hades, Voler la mer Azurite, Ami de l'au-delà, Glassalo, voilà, ça c'est votre cœur. Et à côté de ça, vous avez, voilà, une petite vingtaine de cartes, 15-20 cartes, que vous adaptez comme vous le souhaitez, avec vraiment, je trouve qu'il y a 5-6 slots qui sont vraiment pour le tech. Maintenant, celui que j'aime énormément également, c'est le deck de JDRR qui a fait un Beauty and the Bird. Et lui, il est parti en disant les T1, c'est surcoté, les Steel Song nous roulent dessus. Donc, et pour les autres match-ups, on préférera piocher avec Thunder Skippers. Parce que quitte à piocher qu'on fasse à des decks lents, autant mettre Thunder Skippers qui trouve garde et enlever nos T1. Et il est parti sur un deck sans T1, sans Diablo, sans Chernabog et sans balai. Il y a des joueurs violets qui sont étranglés en voyant cette decklist. Et moi, ça me hype grave de voir ça, parce que je trouve qu'il a raison sur un point, c'est que face aux Steel Song, t'as pas envie de les avoir, tes T1 là. Vous n'avez pas envie de les avoir, vos T1 là. À la limite, voilà, vous les voulez, mais ces deux-là, vous les voulez pas du tout. Mais genre pas du tout.
Contre les decks un petit peu plus lents, vous avez au début, vous êtes content, vous les top decker, vous les voulez pas, ça c'est pas des cartes qu'on veut top decker en fait. Donc finalement, face à des decks lents comme bleu-rouge, vous avez plutôt envie d'avoir ça en fait, d'avoir Thunder Skippers. Et en vrai, ça se tient. Alors, je suis pas encore prêt à enlever mes Diablos, je vous dirais, mais en vrai, pourquoi pas. Surtout que vous voyez, du coup, il a enlevé les crabes. Puisque vu qu'il n'y a plus les T1, il n'y a plus besoin des crabes, parce qu'il n'y a plus rien à craber, on va dire, les marlins crabes pour donner plus 3 d'attaque. Donc, ça a libéré beaucoup d'espace pour beaucoup plus de late game. Et qu'est-ce qu'il va jouer beaucoup plus? Il va jouer, du coup, les Yago en x4, qui sont très forts, les Yago en x4. Il va jouer les Gaston en x4, qui vous permet de mettre une grosse menace en termes de lore et d'aller chercher la carte qu'il vous faut derrière. Ça vous permet d'aller jouer les titres sauvegardes en x4 pour beaucoup piocher et avoir de super top decks. En fait, vous regardez que le deck est super carré parce qu'il a quasiment tout en x4. Le fait d'avoir enlevé cette carte qu'on met en x2, x3, ça fait qu'il a un deck super carré, tout étant x4. Il n'y a pas d'énormes variances dans son deck. Il a mis les belles en x4 également. Ça, c'est un slot que vous pouvez changer. Ça, c'est un slot que vous pouvez changer. Moi, à prendre ce deck-là, par exemple, j'enlèverais 2 Gaston, je mettrais 2 Cusco à la place pour gérer les lieux adverses. Mais cette decklist-là, elle me plaît beaucoup. J'enlèverais peut-être un Hades pour mettre une Elsa à 8, parce que Elsa à 8, je l'adore. Voilà, il y a de la place pour faire de la tech. Ou puis enlever un Yago, si vous avez un peu trop peur des decks gris en face, quoi, qui vont le viser trop facilement, mais le deck, il est super carré, carré en sens 4, parce que c'est du 4 partout. Je vous dis également qu'il a fait un guide gratuit, hein, JDRR, je vous mettrai le lien en description sur Metafy, vous savez, c'est la mode en ce moment sur Metafy de faire des guides, et lui, il a fait son guide, il est gratuit. Je l'ai pas encore lu, mais je suis très curieux de le voir, j'ai écouté son interview chez Lord of Villains hier, et vraiment, ça me donne très très envie de lire son guide, mais sa decklist, moi, elle me plaît beaucoup. Donc, à voir vraiment. Je vous dirai à la limite, si vraiment vous voulez vous enlever. À la limite, qu'est-ce que je ferais moi avec cette decklist peut-être, parce que j'ai un peu trop peur. Ça serait d'enlever 2 bibliothèques et 2 belles pour mettre 4 Diablos, à la limite. Et d'enlever 2 Gaston pour mettre 2 Cusco. Je pense que je partirais là-dessus, vraiment. Vraiment. Et comme dit, peut-être un Hades pour mettre une Zat. Mais moi, celle-là, elle me semble vraiment bien. Elle me semble vraiment très très bien. Voilà, à tester. Voilà les amis, pour ce que j'avais à vous dire sur le Blurple, ça a duré super longtemps, mais je voulais faire un petit tour d'horizon pour vous montrer un petit peu toutes les cartes intéressantes pour le Blurple. Comme ça, si je fais d'autres vidéos sur le Blurple, on aura une base, j'aurai une base, je pourrais vous renvoyer sur cette vidéo pour vous dire pourquoi j'ai mis ces cartes et pas d'autres, qu'est-ce que j'ai testé et pourquoi. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre le petit pouce, à partager cette vidéo aux amoureux de Blurple, etc. Hein, vraiment, ça me ferait très très plaisir de pouvoir échanger avec vous, et n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous mettez comme carte tech dans vos decks, c'est pas facile à dire tout ça. Voilà, c'est plutôt de heck. Des bisous tout le monde, à bientôt sur la chaîne d'History Gaming pour plus de leur canal. Ciao.